Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Parmi les nouveautés de janvier, il y a ce nouveau carnet de santé, de nouveaux conseils, des accompagnements et des recommandations même. Alors que contient-il? On en parle tout de suite dans la première partie de notre émission. Peut-être connaissez-vous Pompon, le célèbre ours blanc du musée d'Orsay. Dans une comédie musicale en 12 chansons, eh bien, on vous propose de suivre sa quête. On en parle avec l'auteur, interprète, compositeur et réalisateur Pascal Parisot. Dans sa chronique, Guillaume Buand nous racontera cette histoire qui agite les réseaux cette semaine, celle d'une Française arnaquée par un homme se faisant passer pour Brad Pitt. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité éducation du jour avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie. Un gouvernement qui reste donc en place. Le Premier ministre a pu compter sur le soutien de la gauche suite à une nouvelle main tendue au PS. Oui, avec la motion de censure qui a été débattue effectivement dans l'après-midi au sein de l'Assemblée nationale. Et hier, face aux sénateurs, lors de son discours de politique générale, François Bayrou effectivement a promis de renoncer à la suppression envisagée par son prédécesseur des 4000 postes dans l'éducation nationale. Il répondait au chef de file des sénateurs PS, notamment Patrick Kanner, une question qui n'avait pas été soumise par les députés un jour plus tôt. Le Premier ministre qui a tout de même souligné qu'il y avait un très gros travail à faire sur l'attractivité du métier. Les postes que nous mettons au concours, nous n'arrivons pas à les remplir, a-t-il déclaré. Il poursuit, je sais quelle est la faiblesse des salaires de l'éducation nationale. Est-ce que nous pouvons redresser tout cela? Je crois en tout cas que nous pouvons y travailler, a-t-il ajouté. Et du côté des syndicats, alors quelles sont les réactions, Guillaume? Plutôt satisfait après justement cette annonce, c'est le cas notamment de Guylaine David, la co-secrétaire générale et porte-parole du SNUP FSU. Elle était l'invitée ce matin de nos confrères de France Info. C'était une demande de notre part depuis plusieurs mois déjà, puisque nous avions contesté ces 4000 suppressions de postes. Enfin, on prend en compte à la fois les revendications des personnels, mais aussi sur le terrain des parents, des élus, sur le fait que l'école va mal et qu'il faut effectivement profiter de la baisse démographique pour baisser le nombre d'élèves par classe. On sait que la taille des classes, le nombre d'élèves par classe, ça fait aussi beaucoup sur, en tout cas, les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions d'enseignement, les conditions de travail des enseignants. Donc c'est effectivement une nouvelle que l'on prend de façon positive. Maintenant, il faut voir comment ça se confirme. On aura une réunion demain avec la ministre de l'Éducation nationale pour voir comment va se traduire dans les faits. Alors, deux autres réactions également qui ont été données à nos confrères de l'AFP, celle de Sophie Vénétité tout d'abord, la secrétaire générale du SNES FSU qui parle d'une bonne nouvelle qui permet de sortir d'une logique purement comptable. C'est le résultat de nos actions et interventions dans le débat public pour montrer que l'état de l'école était désastreux. Elisabeth Alain Moreno également du SEUNSA qui estime pour sa part que le gouvernement se doit de renoncer aux suppressions de postes prévues pour notamment répondre à des besoins à l'école, mais aussi pour retrouver un minimum de confiance et de crédit parmi les personnels de l'éducation nationale, car le climat, je cite, est aujourd'hui très tendu. Une marche arrière de l'exécutif confirmée par le ministre de l'Éducation nationale, la ministre de l'Éducation nationale qui a accordé un entretien aux Parisiens. Et avec cette déclaration, nous allons vers une stabilité des effectifs, a donc déclaré Elisabeth Borne, une bataille qui semblerait gagner. La locataire de la rue de Grenelle a annoncé également la création de 2000 postes d'AESH pour poursuivre, je cite, la dynamique de l'école inclusive, une mesure qui va avoir un coût toutefois, puisque la non-suppression de ces postes devrait coûter 150 millions d'euros en pleine année, mais avec ces deux mesures, le budget est sanctuarisé, a déclaré la ministre. Concernant le dossier des groupes de besoins au collège, leur mise en place est confirmée pour la rentrée en 6e et en 5e. Elisabeth Borne attend toutefois les premières évaluations fin mars, puis une autre plus complète fin juin avant de trancher. Et puis pour ce qui est des 4e et des 3e, là aussi, cela va se poursuivre avec une souplesse qui sera mise en place d'une heure de soutien en maths et en français. À cette occasion, 500 postes supplémentaires seront notamment créés. Et puis une autre promesse, la formation cette fois-ci des professeurs qui sera au centre des enjeux, et ce d'ici à la rentrée 2026 avec la question du temps scolaire qui sera notamment de nouveau mis sur la table avec les coupures longues notamment, et avec des discussions qui sont prévues d'ici septembre 2026. Vous parliez des AESH, Guillaume, eh bien près d'un an et demi après leur dernière mobilisation, elles sont surtout à nouveau dans la rue. Et nous verrons bien sûr
sûr si les annonces de la ministre vont pouvoir calmer la situation. En attendant, oui, elles sont de nouveau dans la rue. Elles ont manifesté une nouvelle fois aujourd'hui. Elles attendent des engagements forts pour améliorer notamment les conditions de travail et bénéficier d'une meilleure reconnaissance professionnelle. Au-delà du manque de personnel, des dizaines de syndicats notamment disent qu'il y a plusieurs enfants qui sont accueillis dans des milieux ordinaires et non dans des centres notamment médico-éducatifs. Elisabeth Borne est également revenue sur la situation à Mayotte avec une date, celle du 27 janvier, jour de la reprise des cours. Ce sera la rentrée scolaire avec le département qui, rappelons-le, a été victime du passage de la tempête et du cyclone Chido et puis surtout de la tempête Dikeledi. Une rentrée scolaire qui va donc être un peu particulière selon la ministre. Une quarantaine d'écoles vont nécessiter des travaux de réparation et donc ne seront pas possibles pour recueillir et accueillir les élèves. Le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic, était l'invité mardi dernier justement du journal de France Culture. Il a fait le bilan sur les établissements. Écoutez. Sur 221 écoles administratives, on avait 39 écoles qui étaient en incapacité de fonctionner. Et sur l'ensemble de nos 33 établissements scolaires, collèges et lycées, qui sont des très très gros établissements scolaires, plus de 1500 élèves en moyenne par collège et plus de 2400 par lycée, on a 5 établissements qui sont significativement impactés. Tous pourront accueillir, mais les 5 que j'évoque ne pourront pas accueillir à jauge complète, donc nécessiteront des adaptations pédagogiques significatives. Alors, Elisabeth Borne prévoit de se rendre sur place la semaine justement de la rentrée pour échanger avec la communauté éducative, mais aussi avec les parents et les élèves. L'archipel qui compte 117 000 élèves et l'Académie de Mayotte qui emploie plus de 10 000 enseignants et personnes qui demandent justement du temps avant de revenir. Écoutez une nouvelle fois Jacques Mikulovic. Encore ce matin, j'étais avec les personnels de direction. Ils demandent du temps, tout simplement, pour remettre en ordre les établissements. Et puis aussi, il va falloir remettre en ordre l'état d'esprit des enseignants qui sont tous aussi avec un certain traumatisme à niveau variable et qu'il va falloir évacuer. Et puis la mission actuellement, c'est de sécuriser les établissements scolaires. Plus de 500 extincteurs sont arrivés hier. Mais il y a également les sapeurs-pompiers qui sont arrivés, qui vont notamment émettre un avis pour éviter de nouveaux suraccidents, a précisé le recteur. Après la santé mentale, place à la santé auditive. 60% des 18-24 ans déclarent des troubles auditifs et 53% des jeunes adultes souffrent d'acouphènes. C'est le bilan, triste bilan, on peut le dire, même, qui a été fait par l'association La Semaine du Son, avec une étude qui a été réalisée par Opinionway. Alors au-delà des effets sur l'audition, la nuisance sonore représente une source majeure de stress pour près de 3/4 de la population. Des nuisances qui représentent un enjeu. Pourtant, c'est un enjeu public qui n'est pas assez pris en considération selon Christian Hugonnet. C'est le fondateur justement de cette association. C'était au micro RMC de Nicolas Traîneau. Les transports en commun, c'est un continuum sonore. Sur un plan physiologique, ça vient saturer en fait les neurones de l'audition qui sont là-haut. Donc vous êtes excité par un bruit permanent qui vous met déjà en situation de difficulté et d'agression. Car oui, en première position, ce sont donc les conversations téléphoniques dans les transports en commun qui créent justement ces soucis au niveau de l'audition. Sinon, il y a également les deux roues. Et puis en troisième place, ce sont les bruits de chantier qui semblent agacer la population et qui surtout créent des acouphènes. Merci beaucoup Guillaume. Le carnet de santé fait peau neuve. Oui, il est distribué à la naissance. Il se dote de nouvelles recommandations désormais comme la place des écrans, l'alimentation ou encore de nouvelles visites médicales, notamment dès 6 ans. Alors, quels sont les changements et surtout à quoi répondent-ils? On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Fabienne Cancelem. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur, vous êtes pédiatre, membre de l'AFPA, l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Merci d'être avec nous pour parler de ce nouveau carnet de santé. Beaucoup de choses à savoir, des nouveautés, plein de choses sur le neurodéveloppement. Et puis Isabelle Freinet qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Voilà, vous êtes avec nous par Skype, vous êtes thérapeute, sophrologue et journaliste, auteur spécialisé en prévention, santé et parentalité. Alors, donc, docteur, j'aimerais savoir depuis combien de temps ce document est distribué aux parents, depuis combien de temps ce document distribué aux parents n'avait pas été modifié? Alors, depuis plusieurs années, parce que c'est un gros travail, en fait. Il y a plusieurs membres de l'AFPA qui ont contribué au comité de santé publique pour améliorer les choses. Et donc, depuis plusieurs années. Et là, on est content d'accueillir la nouvelle mouture. Pour vous, il y avait des choses qui étaient essentielles, sur lesquelles il ne fallait pas passer à côté? Oui, en particulier les écrans, qui est un sujet
tout à fait quotidien dans nos consultations. Les troubles du neurodéveloppement qui prennent une place très importante là aussi dans nos consultations. L'activité physique, bien sûr. Enfin, tout ce qui concerne l'enfant, avec en ce moment des sujets un peu plus d'actualité du fait du développement de certaines pathologies, je dirais. Alors, on va en parler justement des écrans. Parmi ces recommandations, vous venez de le dire, la plus commentée en tout cas aujourd'hui par tous les parents, par tous les experts, par tous les docteurs dont vous faites partie, et notamment l'AFPA, je le rappelle, l'Association française de pédiatrie ambulatoire. La plus commentée est celle concernant les écrans. On a évidemment réalisé beaucoup d'émissions à ce sujet. On peut toujours dire qu'il y a beaucoup de choses intéressantes sur les écrans, mais enfin quand même beaucoup de recommandations en disant déjà pas d'écran avant 3 ans. Ça, c'est la règle. C'est la règle. Ah oui, ça c'est une règle qu'on applique depuis très longtemps avec Monsieur Tisseron, le pédopsychiatre. C'est la règle des 3-6-9. Donc en effet, pas d'écran avant 3 ans. Ça nous paraît un message clair, ferme et définitif. La seule petite chose, c'est le pas. Nous, à l'AFPA, on a beaucoup de missions qu'on fait avec Santé publique France pour informer les parents. Et c'est plutôt comment les accompagner dans cette injonction, on va dire, de pas d'écran avant 3 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas les mettre devant les écrans? Mais oui, c'est très compliqué parce qu'il y a à la fois effectivement l'enfant qu'on va mettre devant un écran, clairement, donc tu vas regarder un dessin animé si tu le souhaites ou un jeu, etc. Et puis il y a aussi, et ça c'est aussi dans le nouveau carnet de santé, et je vais m'adresser à Isabelle Freinet, ne pas laisser son enfant dans une pièce où l'écran est allumé, même s'il ne le regarde pas. Ça joue beaucoup? Bien sûr, c'est ce qu'on peut appeler la technoférence qui est omniprésente du lever au coucher. C'est quand soi-même, en tant qu'adulte, on va consulter des SMS ou des mails alors que son enfant est à côté. Alors ça paraît très anodin et anecdotique, mais si ça se reproduit dans toutes les interactions qui peuvent être dans la vraie vie, si je puis dire. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les temps de sommeil et les temps de repas. Moi, ce que j'entends beaucoup bien avant 3 ans dans la réalité du quotidien des familles, c'est que bien souvent, même dans la première année de l'enfant, il y a une télé qui peut être allumée du matin au soir, y compris malheureusement dans le cadre de modes de garde chez les assistantes maternelles, et qui vont évidemment happer l'enfant et ne plus qu'il puisse complètement se consacrer au niveau sensoriel à toute la diversification, à son repas, et évidemment ça peut également jouer sur le terrain de la concentration, etc. Donc oui, une télé allumée pour qui que ce soit, d'ailleurs dans une pièce, eh bien c'est déjà un écran qui fait écran. Docteur Cancelem, quels sont les impacts des écrans clairement sur les enfants, et notamment 0-3 ans? Alors, on a édité un joli poster qui est disponible sur notre site gratuit pour les parents, mpdia.fr. Donc, il y a des retentissements notamment sur le langage, sur le comportement, sur le sommeil, sur on va dire, les interactions. Donc, il y a beaucoup d'effets néfastes, en effet, sur cette exposition aux écrans, ne serait-ce qu'un peu. Il y a pas de... Pour nous, c'est ça, c'est 0. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Et c'est comme ça qu'on accompagne les parents. Oui, parce que j'aurais juste qu'on comprenne, ce sont les flashs lumineux, ce sont toutes ces interactions, ce sont les effets sonores trop rapides qui agissent sur le cerveau? Tout à fait, c'est un peu tout ça, et c'est surtout l'absence d'interaction. Et l'enfant apprend comme ça, de ses erreurs, des échanges avec ses parents, le langage, il apprend, Stanislas Dehaene a prouvé bien ça de façon multiple, il apprend à parler parce qu'il entend ses parents parler et il reconnaît les mots au fur et à mesure. Peppa Pig, il parle, mais pas comme un parent. Donc pour le langage, c'est tout à fait préjudiciable, par exemple. D'accord, donc on peut constater des retards de langage. Isabelle Freinet, on disait qu'effectivement, c'était compliqué parce que les parents... souvent le font parce qu'ils n'arrivent pas à gérer le temps, et c'est vrai qu'on peut se l'avouer, c'est quand même très compliqué quand on est parent, notamment quand on est une maman seule, s'occuper de plusieurs enfants, et on a tendance par moment à se dire là il faut que je puisse gérer donc le bain, la douche, enfin bref, la cuisine, etc. Et cette fâcheuse tendance à mettre devant les écrans. Comment on peut travailler avec les parents, les familles, pour trouver justement ce temps, cette manière d'aborder les choses différemment, de voir le temps imparti différemment? Bien sûr, c'est essentiel. Ça demande de changer radicalement de posture. C'est-à-dire, l'enfant m'ennuie un petit peu parce que j'ai des choses à faire. Vous voyez, il y a déjà une frontière. L'idée, c'est de faire avec
Et on peut essayer par des petits exercices dans le quotidien au fil de l'eau, déjà avec un enfant de 18 mois, de 2 ans, de plutôt l'emmener avec soi. Il y a des petites tours d'observation, on va découper les légumes, il va être à côté, vous allez plier le linge, il va vous aider à plier le linge. Il y a plein de petites actions quotidiennes, ludiques, de motricité. Les éducatrices de jeunes enfants ou les responsables de crèche connaissent très bien ça. C'est-à-dire que l'enfant est très demandeur à participer. Donc c'est vrai, ça peut être aussi des petites conversations, il répète beaucoup les mots qu'on dit, ça peut être chanter, ça peut être... Il faut remettre un petit peu de plaisir, de jeu, et dans tout ce qui est un peu plus enquiquinant du quotidien, essayer d'embarquer son enfant avec soi. Allez hop, on va faire le lit, on va changer le draous, vous voyez, des choses très concrètes. Alors évidemment, vous allez me dire, entre 0 et 2 ans, ça va être plus compliqué. Là, il faut s'astreindre vraiment à une tâche à la fois. Quand on est avec un tout petit, privilégié en effet, eh bien, le regard, ralentir, lui parler, le prendre dans les bras, le cajoler, etc. Et vraiment éviter que le smartphone s'invite partout. On le voit dès la maternité, on aime faire des vidéos, on aime partager, ça peut être aussi pensé de manière positive, mais vraiment il faut essayer de laisser l'outil de côté quand on est avec un tout petit, je pense aux 2 premiers, en effet, ce principe de 0-3 ans, d'essayer le plus possible de ne pas être sur son téléphone et d'avoir une entente dans le couple à ce sujet-là, parce que moi ce que je vois beaucoup au quotidien, c'est que parfois l'un des deux veut bien faire et puis ça peut être vite des conflits. Donc ce cadre, ce qu'il y a dans le carnet de santé, c'est essentiel, c'est un point de départ. Et ensuite, comment on peut les aider à mettre en place ce cadre sans que ça soit trop contraignant. C'est vrai que ce carnet de santé, peut-être que vous, forcément, docteur, vous le connaissez par cœur, mais est-ce que réellement, les familles que vous rencontrez, les parents, ils ont l'habitude de le feuilleter? Ça, c'est une très très bonne question. Eh bien, pas souvent. Et donc, ce nouveau carnet de santé où il y a beaucoup de choses à lire qui sont très intéressantes, il va falloir, comme d'habitude, pour toute action, l'accompagner. C'est-à-dire dire aux parents, prenez le temps de le lire. Il y a des petits QR codes qui envoient sur des liens, envoient sur des sites particuliers. Donc, il est très intéressant, mais... c'est long à lire quand même. Donc, alors après, on peut lire plusieurs chapitres, un soir, d'autres chapitres un autre soir. En tout cas, sur les écrans, par exemple, s'intéresser à la question. Parce que c'est vrai que cette injonction, forcément, on se dit, est-ce que ce n'est pas un poids supplémentaire pour les parents? Tout à fait. Et c'est pour ça que nous, à l'AFPA, avec notre agence de créatrice de contenu, on a édité un poster qui s'appelle « La meilleure appli pour votre enfant, c'est vous ». Et on voit un papa qui joue avec ses enfants. Et on a fait aussi un jeu des 7 familles avec des cartes. Donc, d'un côté, il y a ce qu'on fait, c'est-à-dire l'enfant qui est devant la télé, et de l'autre côté, au verso, il y a qu'est-ce que vous auriez pu faire à la place. Et c'est très, très pédagogique. On fait des ateliers dans toute la France avec des assistantes maternelles, avec des puéricultrices. Et comme ça, on accompagne plutôt que de poser l'interdit. L'interdiction aussi des portables avant 11 ans. Alors, je sais que ce n'est pas forcément le sujet, parce qu'on parlait beaucoup des 0-3 ans pour les écrans. Mais finalement, c'est venu dans le débat public, sous recommandation d'une commission d'experts qui a rendu son rapport en avril dernier. Emmanuel Macron était pour, mais la dissolution a effectivement un peu laissé en suspens cette mesure. Mais maintenant, il y a la pause numérique. Ça, pareil, vous êtes pour? Bien sûr. Oui, bien sûr. La question ne se pose pas. Ah non, c'est essentiel. En fait, on dit 0-3 ans, mais finalement, à 7 ans, c'est pareil. Mais c'est pas pareil, mais chaque âge va avoir ses priorités, et c'est-à-dire qu'en effet, la pause numérique, moi, le matin, quand je vais à mon cabinet, je vois des petits adolescents qui sont déjà sur les téléphones en train de jouer. Il est 8 h du matin, ils sont assis dans la rue et ils jouent déjà. Donc, oui. Alors après, c'est très compliqué avec les adolescents, parce que si le vôtre, n'a pas de portable. Le copain, il a un portable aussi. Donc, il va aller de toute façon. Il va être exposé de toute façon. Donc, une mesure généraliste, ça passera pas. De toute façon, il y aura toujours des enfants. En tout cas, la vraie mesure, au-delà du portable, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les jeux, ce sont les applications, en fait. Si on reprend les anciens portables qui ne servaient qu'à envoyer des messages et téléphoner, on n'est pas dans le même... Bon, enfin, c'est pas exactement notre sujet, puisqu'on parle du carnet de santé essentiellement, mais enfin, à 11 ans, c'est quand même le carnet de santé. Ah oui, le carnet de santé va jusqu'à l'adolescence, justement, a été modifié, car il y a maintenant un examen médical à 15-16 ans qui est indispensable, parce qu'en effet, c'est un examen que nous proposons à l'adolescent seul avec nous, s'il le souhaite.
Et ça permet, dans le secret médical, d'aborder le tabac et autres. Donc, la vie affective et sexuelle aussi. Exactement, oui. Voilà. Donc la prescription de pilules ou bien voilà les choses comme ça. Les vaccins aussi importants à faire. Oui. Voilà, parce qu'il y a des vaccins qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont fortement recommandés aussi à l'adolescence. Tout à fait. D'accord, notamment contre les méningites, notamment. Méningites et papillomavirus qui commencent à bien s'installer, puisqu'il y a des propositions de vaccination en 5e dans les collèges. Exactement. Ça a changé un peu les choses. Exactement. Cette question donc des écrans, on parlait de l'oralité. Isabelle Freinet, lorsque je rappelle que vous êtes thérapeute, sophrologue et aussi journaliste, mais dans le cadre de la sophrologie, c'est aussi des échanges que vous avez avec les familles pour pouvoir peut-être réparer le plus tôt possible, si on peut par la sophrologie en tout cas, effectivement des retards de langage. Écoutez, moi c'est un travail pour lequel j'œuvre depuis 7 ans. C'est pour ça que je me réjouis beaucoup que ça fasse partie de la prise en charge globale de l'enfant, cette entrée dans le carnet de santé, et que le sujet puisse être ouvert et que ça instaure le dialogue avec les familles. Moi, dans les familles qui viennent me voir, oui, alors ça peut être tout ce qui découle d'un usage pathologique des écrans. Alors, je vais vous faire la liste, trouble de la concentration, trouble du sommeil, irritabilité, chute des résultats scolaires, santé mentale, évidemment, de l'enfant, des parents, etc. Donc, on va évidemment travailler en sophrologie. Toutes les techniques de sophrologie sont des techniques qui demandent d'être dans la pleine conscience, ici et maintenant, donc de se concentrer, et notamment de revenir dans une sensorialité pour se concentrer sur son corps, sur ses 5 sens. Donc, si vous voulez, on est aux antipodes, c'est l'antidote au monde en 3D, au monde de l'écran, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va revenir finalement dans notre être de sensorialité, d'empathie. Bien sûr qu'au niveau du langage, déjà, quand ils viennent me voir, c'est que déjà, il y a quand même un déclic. Alors souvent, quand c'est dans le cadre de la consultation dédiée aux troubles de surexposition au écran, c'est-à-dire que là, vraiment, il y a des troubles soit du développement, en effet, langage, de l'agressivité. Donc là, en effet, il y a déjà un déclic parce qu'il y a conflit ou problème à la maison, quoi. Alors, donc oui, bien sûr, on peut travailler. D'accord. Parlons des troubles du neurodéveloppement parce que justement, ça aussi, ça fait j'allais dire une pleine page, mais bien plus que ça. Voilà, dans le carnet de santé. Un petit mot, docteur Cancelem, sur la question. Pourquoi avez-vous voulu justement parler absolument des troubles du D'abord à cause de la fréquence qui est en augmentation. Et ensuite, parce que le repérage par les parents, s'ils lisent bien le carnet de santé, va nous donner des signes d'alerte. Et nous, on va procéder à un examen approfondi qu'on fait de toute façon. Mais nous, on a toujours dit, croyez les mamans. Écoutez les mamans, elles sont très importantes et si elles repèrent quelque chose, allez jusqu'au bout, essayez de chercher. Donc, trouble du neurodéveloppement, il y a à chaque étape, il y a l'examen en particulier des 6 ans qui, à notre sens, est un peu tard pour repérer des troubles du neurodéveloppement 6 ans. Oui, parce qu'il y a une visite musicale qui va être obligatoire finalement, c'est ça qui vient avant l'anniversaire des 6 ans. Voilà, qui est nouvelle. Exactement. Donc pourquoi vous dites que c'est trop tard? Il faudrait faire beaucoup plus tôt? Oui, par exemple, les troubles du spectre de l'autisme, il faut les repérer le plus tôt possible. Et pour nous, l'efficacité, elle est dans le repérage entre 18 mois et 2 ans, pour la prise en charge précoce, par l'orthophoniste pour les troubles du langage, par la psychomotricité pour le comportement, et ainsi de suite. Il n'est jamais trop tard. Mais probablement que 6 ans, pour nous, c'est un peu tard. 6 ans, il a déjà tout le cursus de maternelle, il a déjà, voilà. Mais ce qui prouve bien quand même que beaucoup de familles, finalement, ne font même pas la démarche avant 6 ans. Sans doute pas. Alors, pénurie de médecins, on peut pas, pédiatres en disparition, pédiatres formés, nous à l'AFPA, on a tout un groupe et un annuaire de pédiatres formés aux troubles du neurodéveloppement. C'est vrai qu'il y a souvent des listes d'attente malgré la création de PCO, de plateformes de prise en charge. C'est un vrai sujet. Donc, les parents sont d'une aide importante. Alors justement, cette aide, on ne va pas la lister puisqu'elle fait partie du carnet de santé, mais juste peut-être 2-3 choses très importantes qu'un parent, qu'une maman, un papa pourrait repérer tout de suite son enfant quand il peut y avoir un trouble manifeste. Le pointage. Quand l'enfant doit montre l'éléphant sur une image. S'il n'a pas de pointage, ça c'est un warning très très important. Le langage, 20 mots, 20 mois. Il ne dit pas des mots à 20 mois, on s'alerte. La frustration, on le disait tout à l'heure, il ne supporte pas qu'on lui dise stop. Alors à 2 ans, il y a toujours une petite opposition, mais là c'est vraiment caractéristique et de façon majeure. Et tous ces petits signes-là
permettent quand même de s'interroger. Et nous, on a une grille de lecture qui nous permet d'aller plus loin et éventuellement d'adresser rapidement. Ces fameux Terrible Twos et puis la crise d'adolescence, on en parle souvent. Hein. Pour vous, par exemple, Isabelle Freinet, c'est vrai que de dire non, le docteur vient de le dire, bon, bah, c'est assez normal. Ça fait partie aussi peut-être du chemin à suivre. Mais comment on arrive à gérer quand vous retrouvez par rapport avec des familles, avec des parents qui justement ne savent plus du tout comment faire? Vous parlez de ces crises un petit peu d'irritabilité, de colère, etc., de frustration. Exactement. Ouais. Oui, alors la colère, en effet, hein, c'est une émotion qui est très présente en plus chez le tout petit. Moi, ma fille a 2 ans, vous voyez, je suis en plein dedans, là, Terrible Two. Donc, on fait beaucoup de sophrologie, justement, pour apprendre déjà à voir un petit peu ce qui se passe dans le corps et comment on peut être débordé par tout ça. Avant tout, l'émotion, c'est une énergie qui émerge dans le corps. Donc, on va essayer de la faire sortir pour qu'elle s'exprime et qu'elle s'exprime du mieux possible en évitant de taper les petits copains, mais plutôt d'aller, par exemple, déchirer du papier, d'aller taper dans un coussin de manière très énergique. On peut proposer aussi des exercices de respiration. Donc ça, en effet, la gestion du stress et des émotions chez les tout petits comme chez l'adulte, c'est en effet fondamental pour éviter que ça se retourne contre soi. Et puis on voit que c'est vrai que par rapport à cette thématique des écrans, ça nous aide pas, quoi. Hein. C'est-à-dire que ça va exacerber un peu un manque de régulation émotionnelle, hein, notamment chez l'enfant, et chez nous aussi, c'est pas bon d'y passer trop de temps en termes de santé mentale. Donc oui, on travaille un petit peu tout ça. La gestion du stress, des émotions, c'est important chez le parent. Hein. Moi, je commence toujours, je reçois les familles, mais après, c'est intéressant de pouvoir être vraiment en aide et en accompagnement du parent aussi qui a grand besoin. Et oui, souvent, évidemment, et puis transmet son stress aux enfants. La santé, c'est très global, docteur, vous le savez bien mieux que moi. Et bien entendu, là, une nouvelle aussi apparition, c'est l'alimentation, mais de manière beaucoup plus globale. Hein. On prend vraiment en compte l'alimentation. Est-ce que c'est en réponse au sujet de société et à la malbouffe qui est vraiment très présente? Probablement. Il y avait toujours une double page avec l'introduction des aliments. Mais c'est beaucoup plus complet, là. Tout à fait, absolument. Je pense qu'en effet, il faut sensibiliser les parents à chaque consultation sur l'alimentation des enfants, interroger les enfants eux-mêmes, parce que parfois on a des petites surprises. Et donc l'alimentation, comme vous le disiez, c'est une part importante avec, on va en parler probablement, le sommeil et l'activité physique, du bien-être et de la bonne santé. Alors le sommeil... Ça, on sait qu'entre 0 et 3 ans, c'est pas forcément donné à tous les enfants. On sait que beaucoup de parents se retrouvent face à des enfants qui dorment pas ou peu, et donc des parents qui sont très nerveux. Comment on fait? Il y a un axe vraiment sur la prévention, justement, sur cesser de guérir, mais plutôt prévenir, sensibiliser. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce nouveau carnet de santé? Tellement d'étapes différentes en fonction de l'âge. Hein. Oui. Et donc là aussi, on a fait des petits podcasts sur Mpédia pour rassurer les parents et leur dire qu'il y a des différences énormes, des petits dormeurs, des gros dormeurs. On peut se réveiller, mais il faut savoir se rendormir tout seul. Et puis moi, ce que je dis souvent aux enfants, pendant que tu dors, tu grandis, c'est la sécrétion de l'hormone de croissance. Pendant que tu dors, tu apprends, mise à jour de ta box. Et comme ça, on positive le sommeil. Et on dit que c'est quelque chose qui fait du bien. Et là, après, il faut voir avec les parents. Où est-ce qu'il dort? Dans quelle pièce? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous donnez un biberon quand il se réveille? Donc, il y a un accompagnement important. Et bien sûr des conseils qui sont maintenant bien détaillés dans le nouveau carnet de santé. Voilà, ce nouveau carnet de santé qu'on va retrouver. Je crois que c'est en 2026, c'est ça, qui sera complètement libéré. Parce que pour l'instant, il est publié. Et puis surtout, il va y avoir une numérisation, ce qui est quand même essentiel. Parce qu'il est magnifique, hein, ce livret. Mais c'est vrai, parfois il est perdu, parfois il est oublié. Donc que la numérisation arrive, c'était bien. D'accord, mais ce sera entièrement numérique ou il y aura encore la version physique? Les deux au début, et puis après on sera qu'en numérique en 2026. D'accord, c'est ça, j'ai bien compris. L'alimentation, on en a parlé. Vous venez aussi de parler du sport, très important. Évidemment, les enfants plus âgés ne sont pas oubliés. Il est question de pratiques sportives, d'activité physique en général. Oui. Alors donc du coup, ce qu'on voit à l'école, les 30 minutes par jour, ça suffit ou pas? C'est le minimum. C'est le minimum. Donc, il y a l'activité physique et la sédentarité. Tout le monde reconnaît que nos petits-enfants français, à l'école, ils sont beaucoup assis. Il y a peu d'apprentissage à l'extérieur, comme dans d'autres pays européens. Et il y a peu de liberté de bouger dans une classe. Donc, en effet, l'activité physique, en tout cas,
nous, on est dans les Hauts-de-Seine, en Ile-de-France, et je constate quand même que c'est plutôt bien fait. Alors après, c'est pas vrai dans toute la France, mais c'est important, en effet, l'activité physique est essentielle au développement d'un enfant. Dans ce carnet de santé, les mamans ne sont pas en reste, Isabelle Freinet. On en a parlé, des mamans qui sont aussi fatiguées, au bord de la dépression, anxieuses ou tout simplement qui sont un peu paumées. Et des papas aussi, bien entendu. Mais on parle de la maman et notamment une rubrique sur le postpartum, un enjeu de santé majeur aussi. Un enjeu de santé majeur, on en parle de plus en plus heureusement parce que c'est vrai que ce 4e de trimestre de grossesse, comme on l'appelle, il est vécu de manière très isolée. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant tout l'accompagnement de la maman, du bébé, l'arrivée, l'accouchement, alors ça en fait, voilà, l'accompagnement est là, l'étayage, l'entourage, et on peut se retrouver en effet très seul avec des manifestations qui vont jusqu'à, en effet, parfois ce qu'on appelle des mamans qui décompensent, qui ont des symptômes même parfois psychotiques ou qui vont vraiment se sentir extrêmement mal. Et là, évidemment, danger. Donc moi, tout ce que je préconise même à l'entourage, c'est évidemment que le papa, que les grands-parents, que les frères et sœurs, évidemment, soient présents, pas forcément trop, mais proposent du moins de l'aide, et surtout que la maman puisse avoir un accompagnement psychocorporel, médical bien sûr par la suite, mais vraiment psychocorporel, que ce soit du yoga, que ce soit de la sophrologie, que ce soit vraiment un retour aussi au corps, qu'elle puisse se réapproprier son corps à cette période-là, et justement peut-être faire un petit travail aussi sur les émotions, ce qui traverse, et puis avoir des signes d'alerte si vraiment on n'était pas du tout quelqu'un de négatif, de déprimé, et qu'il y a tout ce cocktail hormonal aussi qui joue, évidemment, et qui se met en branle. Surtout ne pas rester seul et demander de l'aide. Alors justement, vous parliez de l'hormone, une section dédiée à l'endométriose, aux changements hormonaux aussi. On a tendance à oublier l'adolescence au profit de la petite enfance. C'est vrai que les adolescents, faut les vivre, ces changements hormonaux. C'est pas facile. Oui, et puis il faut déjà que les parents puissent communiquer sur la puberté. L'adolescent subit des changements dans son corps, et parfois, et moi je vois souvent les mamans qui commencent à parler de la puberté en commençant par les règles. Et je leur dis, mais non, on va pas commencer par les règles, parlez-leur des modifications du corps d'abord, parce qu'ils voient bien qu'ils changent, que ce soit les garçons ou que ce soit les filles. Je crois que ce qui est proposé, moi, il me semble, dans le système de l'éducation nationale, est quand même une bonne chose. La parole est libérée, même s'il y a de temps en temps des petites moqueries. Je pense qu'il faut informer toujours, c'est important. Et donc, en effet, l'endométriose est devenue quelque chose dont on parle plus souvent, que les mères ont vécu, et donc elles projettent ça sur leur fille en disant « tu seras comme moi, les règles douloureuses ». Ne pas faire peur à l'adolescente, lui dire qu'elle a un temps de parole avec nous et qu'on sera attentif à ses symptômes. Et en effet, on parle assez facilement de la durée des règles, de la douleur, de tout ça. Et s'il faut, on cherche une endométriose. Non, puis ce qui est important de redire, c'est ce que vous dites tout à l'heure, c'est que vous proposez un temps seul avec l'adolescent aussi, pour parler de tout ça, parce que ce sont des sujets qui sont quand même compliqués. Et un référent qui soit médecin, c'est très important. Il y a bien entendu la famille, il y a bien entendu les thérapeutes, mais un médecin qui puisse aussi donner des réponses très claires à un ado, c'est quand même prioritaire. Donc merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir participé à ce grand JT. Je rappelle donc que Fabienne Cancelem, docteur, vous êtes pédiatre, membre de l'APFA, Association française de pédiatrie ambulatoire, et Isabelle Freinet, thérapeute sophrologue, journaliste aussi, auteur spécialisé en prévention santé et parentalité. Merci à vous deux. On va marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite dans le grand JT. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir l'auteur, compositeur et interprète Pascal Parisot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous recevoir dans le Grand JT. Vous êtes aussi avec nous pour nous parler de Pompon, cet album comédie musicale édité chez Gallimard Jeunesse que vous avez écrit, composé et réalisé avec les illustrations de Charles Berberian. Je ne voudrais pas non plus l'écorcher, mais j'y suis arrivée quand même. Et raconté par Bruno Podalides. Alors on va parler évidemment de cet ours blanc. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut aller au musée d'Orsay. Donc on raconte la quête de l'ours blanc du musée d'Orsay pour retrouver sa banquise. Il va être aidé tout au long de son parcours, c'est bien ça, par tous les personnages, entre guillemets, qu'il va croiser, les personnages que l'on connaît bien aussi, qui sont les œuvres d'art du musée. Voilà, c'est ça. Alors on commence par qui? Par les monstres? Par les monstres, oui. Ouais. On peut dire un petit mot peut-être pour justement ces œuvres qu'il croise.
Alors, il va rencontrer évidemment pas les 4000 œuvres exposées à Orsay. Donc, il va rencontrer celles sur lesquelles j'ai travaillé, qui sont à chaque fois des personnages. Donc, il y a bien sûr d'abord ces petits voisins qui sont les monstres de Léopold Chauveau. Donc, ce sont des petites statuettes qui sont dans une vitrine, mais vraiment à 1 mètre de l'ours blanc de François Pompon, musée d'Orsay. Et donc, c'est les premiers qui vont l'interpeller, qui vont l'appeler, qui vont dire hey, « Pompon, on est là ». Lui, il les a jamais vus parce qu'ils sont vraiment petits par rapport à sa masse. Et ils vont se présenter auprès de lui. Il va leur demander s'ils savent où est la banquise, parce qu'il a décidé de quitter son socle pour essayer de trouver cette banquise dont il a vaguement entendu parler. En tout cas, il sait qu'il en a besoin. Oui, c'est ça, il sait qu'il en a besoin. Voilà. Et donc, tout d'abord, il va rencontrer les 3 petits monstres de Léopold Chauveau, et ensuite plein d'autres personnages. Ce qui est assez génial, parce que c'est finalement une œuvre qu'on connaît peut-être un petit peu moins. On pense tout de suite au Penseur de Rodin, qu'on retrouve aussi, d'ailleurs, évidemment, dans cet album qui est extrêmement réussi, qui est génialissime. On a le CD, moi j'adore les CD, donc je suis hyper contente d'en parler derrière, qu'on peut aussi retrouver en version numérique avec le QR code. C'est vraiment un conte, un album, un livre, enfin vraiment, raconté, écrit et en même temps chanté. Donc c'est génial, on retrouve toute forme d'art là-dedans. Et donc ces monstres, effectivement, de Léopold Chauveau, l'occasion d'en parler, et effectivement cette chanson, ce titre qu'on va retrouver tout de suite, on va y revenir après. On croise une autre œuvre, Le chanteur espagnol de Manet, ensuite. Voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est que le chanteur espagnol de Manet n'est pas au musée d'Orsay. Il est, je ne sais plus exactement, peut-être à Chicago. Et il était prêté pour une exposition autour de Manet et... Monet. C'était Manet-Monet, non? Non, Manet-Degas, je crois. Ah, Manet-Degas, pardon. Oui, Manet-Degas, exactement. Au musée d'Orsay, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et donc, je trouvais intéressant aussi qu'il y ait une œuvre qui finalement est passée par là, mais n'est pas tout le temps dans ce musée. Et puis je trouvais intéressant j'ai à chaque fois essayé de trouver un écho avec notre vie contemporaine. Et je trouvais que ça pouvait être un guitariste en tournée, en fait. Donc il est à Paris en tournée avec sa guitare. Voilà. Ça vous a parlé, vous qui avez été aussi en tournée beaucoup. Oui. Et qui l'est encore. Voilà, et puis en plus c'est amusant parce que sa guitare est une guitare, on voit qu'il est gaucher, donc on voit que la guitare a été retournée, les cordes inversées. Il y a plein de petits détails qui sont assez amusants. Il a un cruchon, il a 2 oignons qui sont posés là, parce qu'il y a un petit côté nature morte aussi dans cette toile de Manet. Et donc j'ai imaginé que les oignons c'était pour le faire pleurer. Que le cruchon avec le vin, c'était pour le faire chanter. Et parce qu'un chanteur espagnol avec une guitare, ça a toujours mal quelque part. Voilà. Magnifique. L'occasion, donc, parce que je cite effectivement ces 2 premières œuvres, et il y en a d'autres, bien entendu, notamment on parlait de Degas et la petite danseuse. C'est une façon aussi de revoir à travers ce parcours des grandes œuvres d'art. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, celle peut-être de l'écologie avec cette ours de banquise, et puis effectivement les grandes œuvres d'art, l'art de manière générale. Alors, j'ai pas pris non plus les gros tubes du musée d'Orsay, qu'on connaît, c'est-à-dire les Van Gogh, les Monet, pratiquement le niveau des impressionnistes est là, mais finalement pas tant que ça. La petite danseuse de 14 ans est connue, mais elle est quand même connue des gens qui s'intéressent un petit peu à l'art quand même. En plus, elle a toute une histoire, cette Marie, parce qu'elle s'appelle Marie, le modèle de Degas était une Marie. Donc, elle est assez intéressante parce qu'elle est dans une sorte de cage de verre. Mais elle a l'air super maligne quand même. Elle a le regard... Elle va justement, quand la première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai dit bien sûr, elle va aider Pompon. Et en plus, le côté très imposant de l'ours et son côté à elle très fragile, puisque la sculpture mesure 1 mètre. Donc j'ai imaginé que ça allait faire
un super couple Laurel et Hardien pour mon histoire. Voilà. Oui, c'est vrai. Et puis elle a cette grâce, forcément, de la danseuse. Et donc, on voit à chaque fois, effectivement, donc, sur chaque œuvre, le lien. Pour chaque titre, vous faites appel à toute une pléiade d'artistes qu'on adore. Alors, je vais les citer, il y en a peut-être d'autres, mais Aldebert, Jeanne Chéral, Barbara Carlotti, la grande Sophie, Clou, Albin de la Simone, Fada Freddy. Enfin, c'est quand même... C'est génialissime, quoi. C'est vraiment le meilleur casting au monde. On pourra en ajouter bien d'autres, hein, bien sûr. Si Gainsbourg était encore là, j'imagine que vous seriez ravi qu'il soit, mais... Bon, j'ai quand même fait appel aussi à des artistes que je connais, bien sûr. Je ne les connaissais pas tous. Fada Freddy, je ne connaissais pas du tout. Ouais. D'ailleurs, je suis ravi qu'il soit venu. Il a une voix mais tellement extraordinaire. Qu'est-ce qui leur a plu dans le projet à tous ? Je ne sais pas. Enfin, j'imagine que la proposition, une proposition artistique qui parle d'art, je pense que ça les a touchés. Et aussi, c'est pour les enfants, mais pas que en fait. Hein, c'est pour les enfants et leurs parents. Donc, je suppose que cette proposition leur a plu parce qu'elle sort un petit peu de l'ordinaire. On est dans un musée, on est dans une institution aussi. Non, puis c'est cette idée de quête, en fait. On est tous dans une quête de quelque chose. Ouais, on se l'avoue ou pas, mais on est tous dans une quête de quelque chose. Voilà. Et là, cet ours blanc, il se dit, il est conscient de son besoin, vous l'avez dit, hein, de retrouver cette banquise, mais finalement, il ne comprend pas forcément trop comment, pourquoi. Il sait qu'il faut qu'il y aille. Il sait qu'il en a besoin, voilà. Et au fur et à mesure des rencontres qu'il fait, il a des informations, peut-être des réflexions, mais pas tant que ça. Non, en fait, il a pas vraiment d'informations. Ouais. À chaque fois, les œuvres qu'il rencontre se présentent, hein, c'est plus exactement. Hein. Et de fil en aiguille, il va finalement tomber sur cette banquise, car j'ai trouvé une banquise au musée d'Orsay. Et c'est assez amusant parce que cette banquise fond pour de vrai. Je pense qu'elle a été peinte, elle est de 1894, je crois, d'un peintre russe, je crois, qui a un nom à coucher dehors. C'est lui, non ? C'est ça ? Voilà, c'est ça. Hein ? Non, ça c'est Kuno Amiet. Non, c'est lui. Ah oui, pardon, voilà. Excusez-moi. Sergueïevitch Borisov. Voilà, Sergueïevitch Borisov, voilà. Alexandre Sergueïevitch Borisov. Et je pense qu'il est allé sur un des premiers brise-glace à l'époque. Donc évidemment en été, quand c'est l'été, bien sûr, au pôle Nord. Et là, même avant le réchauffement climatique, c'était normal qu'à cette époque-là, la glace fonde. Donc du coup, ça rejoint mon histoire. Pompon est très déçu, il voit que cette banquise est en train de disparaître et il va se retourner et en face de lui il y a un paysage de neige de Kuno Amiet qui est magnifique d'ailleurs, qui est une grande toile à Orsay toute blanche avec juste un tout petit personnage au milieu qui est en fait un skieur. J'ai décidé que c'était une skieuse pour féminiser mon histoire et il va rentrer dans cette toile. Pour montrer qu'on n'est évidemment rien par rapport à cette immense nature. Vous chantez également, alors oui, pardon, n'oublions pas le conteur quand même, Bruno Podalides, donc, qui évidemment raconte, qui parle pas avec le jeu, mais qui raconte du coup cette quête de l'ours. Et puis vous qui chantez La sorcière au chat noir, Boudin. Pourquoi avoir choisi ces titres précisément ? Pour moi ? Oui. En fait, je les avais, j'avais imaginé certains artistes pour ces chansons-là. Il se trouve que ça faisait partie des artistes que je ne connaissais pas. Ça a été long à les contacter, long à avoir leurs réponses. Ouais. Et au final, c'est moi qui ai chanté les chansons. Ah ben, au final, vous avez eu raison. Merci Pascal Parizeau d'être venu nous parler de Pompon. Donc cet album comédie musicale, hein, vous l'avez compris, à la fois un album écrit, à la fois un conte, une musique, enfin 12 titres qu'on peut retrouver à la fois en téléchargement numérique et aussi physique, puisqu'il y a ce CD, album, juste à la fin que vous retrouvez. Et tout cela se passe au musée d'Orsay et sur une banquise, évidemment, parce que l'ours retrouve sa banquise. Et on y joue au mois de mai, au fait. Ah oui, où, quand ? Ah ben, c'est encore des dates en option, mais non, on est censé jouer le week-end du 16 ou 17 mai. Mais où ça ? À Orsay. Ah, Orsay ? Oui. La classe, dites donc, ouais, Pascal. Bravo. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, on va retrouver Guillaume pour sa chronique.
Pour votre chronique, Guillaume, direction le réseau social X, ex-Twitter, qui s'est enflammé à la suite d'un reportage diffusé dimanche 12 janvier dans le magazine 7 à 8 sur TF1. 22 minutes qui raconte l'histoire d'une arnaque au sentiment avec Anne, âgée de 53 ans, et donc un faux Brad Pitt. Vous en avez sûrement tous entendu parler, vous avez peut-être même vu ce reportage. On va vous le résumer ici même. Lors de ce mois de février 2023, elle est partie, Anne, avec sa famille au ski à Tignes. Alors, elle n'avait pas de réseaux sociaux, elle a voulu poster ses photos, elle a donc créé un compte Instagram, et le lendemain, il y a une certaine Jen Etta Pitt, la mère en fait de Brad Pitt, qui lui a fait un message lui disant « Vous êtes la femme idéale pour mon fils ». Elle a un petit peu paniqué, s'est posé des questions, et puis le lendemain, en fait, c'est Brad Pitt lui-même, avec vraiment son vrai prénom, qui lui a envoyé un message en disant que sa mère avait beaucoup parlé d'elle. Alors elle pense à un fait qu'au départ, Anne, mais comme elle n'est pas habituée, elle ne comprend pas trop ce qui se passe, le contact se fait entre les deux, et pendant vraiment tous les jours de ses vacances et ceux qui vont suivre, et il va donc y avoir une amitié, elles vont tout simplement se livrer, et puis là arrive une relation un peu plus intime. Alors Anne est mariée. Oui, avec un entrepreneur millionnaire. De 19 ans, son aîné, mais depuis 2 ans, en fait, ce qui se passe, c'est que le couple bat un peu de l'aile. Elle se sent délaissée, et c'est une faille, justement, qui a été utilisée par les escrocs. En fait, comme le raconte TF1 et le reportage, Anne a reçu des poèmes d'amour. J'avais quelqu'un en face de moi qui s'intéressait à moi et à mon travail, parce que mon propre mari ne s'intéressait même plus à mon travail. J'avais l'impression de vivre seule, disait-elle. Et pour que l'histoire soit donc encore plus réelle, les escrocs envoient des preuves, en fait, de Brad Pitt, donc le passeport, ils envoient son permis de conduire, ils envoient ceux de sa famille également. La fille de Brad Pitt, soi-disant, a même envoyé un message à Anne, un mail pour lui demander comment ça se passait avec son soi-disant père. Oh, c'est à ce moment-là donc, que le piège se referme. Oui, puisqu'en fait, le faux Brad Pitt va lui envoyer des cadeaux, un sac d'une certaine marque, des vêtements, des bagues également qui coûtent extrêmement cher, sauf que ces derniers sont bloqués au port et à l'aéroport pour cause de taxes. Les coûts à payer 5 000 €. Que va faire Anne? Elle va les payer. Sauf qu'elle ne verra jamais la couleur de ces cadeaux. Par la suite, en fait, Anne va divorcer. Elle va récupérer une coquette somme, 775 000 €. Elle va en parler justement à son arnaqueur. Et donc, à ce moment-là, le faux Brad Pitt va la demander en mariage. Et il va surtout faire quelque chose, lui dire que Brad Pitt est malade. Il a un cancer du rein. Anne a eu aussi un cancer, donc elle s'est sentie concernée et impactée par tout cela. Et donc, Brad Pitt, le faux Brad Pitt, a dit « Il faut que vous m'aidiez, car avec ma divorce avec Angelina Jolie, ça devient compliqué, mes comptes sont bloqués. » Ce que fait Anne, elle va payer les dialyses tous les 3 jours à hauteur de 600 €. Puis il continuera encore et encore jusqu'à dépenser la somme de 830 000 €, des sommes qui n'est pas allée dans les poches de Brad Pitt, bien évidemment, mais plutôt d'escrocs. Elle a dit qu'elle avait bloqué 40 fois le faux Brad Pitt, mais qu'elle était toujours revenue un peu derrière parce qu'elle avait les sentiments, il y avait les mots doux en fait qui étaient envoyés par plein de messages, d'échanges en fait. Ah oui, mais vraiment énormément de messages. Et c'est vraiment qu'après où elle a compris que c'était faux, parce que dans les colonnes de la presse People, elle s'est rendue compte que Brad Pitt était en couple avec quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, il lui reste que 40 000 € d'économie. L'histoire, c'est quand même qu'elle a commis 3 tentatives de suicide, et surtout qu'elle est aujourd'hui suivie dans un hôpital et une clinique spécialisée pour dépression grave. Il y a des enquêtes qui sont en cours, et surtout, elle a porté plainte. Mais oui, parce que depuis la diffusion du reportage sur TF1, j'imagine que c'était pas volontaire de leur part, mais enfin, Anne a été victime de nombreuses moqueries. Oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. On était vraiment au niveau du harcèlement. C'est pourquoi d'ailleurs 7 à 8, l'émission qui a diffusé sur TF1 a décidé tout simplement de supprimer le replay, donc vous ne le retrouvez pas. Ils ont expliqué que le reportage avait suscité une vague de harcèlement à l'encontre d'un témoin, et donc pour la protection, ils avaient donc simplement supprimé de la plateforme. Les images, les séquences ont été partagées, repartagées, moquées sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. C'est vraiment le plus difficile, et c'est ce qu'a regretté justement son avocate, c'est maître Lorraine Anna. Elle a réagi sur RTL dans le journal hier. Elle est très mal. Moi, j'ai récupéré ma cliente lundi. Après les bons nombres d'injustices qu'elle a vécues, encore un sentiment d'injustice sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux des dimanches soirs, en fait. Sincèrement, j'ai eu bon nombre d'affaires d'escroqueries comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Alors c'est une affaire qui a carrément traversé l'Atlantique, puisque le Brad Pitt, le vrai, cette fois-ci, a réagi par la voix d'un de ses porte-paroles. C'est terrible que des escrocs profitent de cette grande affection que portent les fans à certaines célébrités. C'est une mise en garde pour rappeler aux gens de ne pas donner suite à ces contacts, et surtout d'être extrêmement vigilant. Une réaction qui a été saluée par l'avocate justement d'Anne. Écoutez. Moi je le remercie, mais infiniment d'avoir pris la parole et de pas être resté loin de ce qui s'est passé là, de dire de manière claire, ne répondez à aucune sollicitation. C'est un bel acte qu'il a fait. Ça pourra servir, parce qu'encore une fois, moi là je
j'en défends une, mais il y en a tellement. Alors, à la suite de cela, Anne a réagi sur une autre plateforme qui s'appelle Légende pour un autre média. Elle attaque TF1, elle a dit que ce qui a été montré était faux. D'ailleurs, pour médiatiser encore plus, elle sera sur M6. Ce sera ce samedi sur une autre émission, ça s'appelle La Grande Semaine. Mais donc, il faut faire extrêmement attention à ces personnes qu'on appelle les brouteurs. Ce sont pour la plupart des escrocs qui se trouvent en Afrique. Il y a beaucoup de sujets qui ont été faits là-dessus, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun. Ils se font passer pour des célébrités, ils viennent vous arnaquer. On rappelle également les bons conseils. Vous faites attention à toutes les vidéos que vous recevez, à ces deepfakes, lorsqu'on prend l'apparence de quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des gestes, le son est saccadé ou encore les paroles ne sont pas bons au niveau de la bouche. Bien évidemment, vous essayez de l'appeler pour voir déjà comment il parle, où est-ce qu'il est. Vous lui demandez de prendre des photos avec quelque chose de spécifique, mettre le doigt sur son front, par exemple, de prendre une fourchette, de faire une photo dans un certain contexte. C'est aussi bien et c'est rassurant. Et puis surtout, vous ne donnez jamais en fait vos coordonnées bancaires. On le répète, mais vraiment, faut ni passeport, ni passeport, ni rien du tout. Merci beaucoup Guillaume. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Je crois que c'est une passion très ancienne chez vous, les livres dont on est le héros. Vous avez vous-même été le héros de plein de livres que vous lisiez. Ah oui. En fait, c'est la gamme, les livres dont vous êtes le héros, qui est une marque à part entière à laquelle je ne suis pas affilié, donc je n'ai pas le droit d'utiliser moi ce mot. Vous avez le droit de dire que ça ressemble. C'est pour ça que je ne me gêne pas. Ça a été très populaire dans les années 80. Et mon frère, mes cousins qui avaient 8 ans, 9 ans de plus que moi, on avait beaucoup. Donc moi, quand j'ai commencé à avoir 9-10 ans, il y avait tout ça dans la bibliothèque. J'ai découvert ça, j'ai adoré. Et après, je suis devenu un joueur de jeux de rôle. Et toute ma vie, j'ai espéré un jour écrire le mien. Aussi parce que quand vous êtes un enfant, vous avez pourtant des frères, mais plus âgés, 9 ans d'écart d'âge. Donc finalement, vous êtes un petit peu seul et vous passez pas mal de temps à vous imaginer des activités, à vous créer des univers. Oui, il n'y a pas encore à l'époque ces jeux de société où on peut jouer tout seul. Ça existe beaucoup aujourd'hui. Bon, à l'époque, faire un Monopoly tout seul, c'est quand même pas très drôle. Les échecs tout seul, à la limite, on peut se débrouiller un petit peu. Mais moi, je passe mon temps à créer des choses, en fait. Soit dans ma tête, soit dans la vraie vie. Je m'amuse aussi à créer des histoires avec les Lego, les Playmobil, etc. Mais quand je découvre ça, où on m'emmène dans un univers que j'ai pas imaginé moi, mais dans lequel je peux décider ce que je fais, alors là, c'est les portes de l'imaginaire qui s'ouvrent. Pourquoi c'était important pour vous, et c'est important aujourd'hui, de passer par l'immersion pour susciter l'engagement des élèves ? En fait, le constat de départ, c'est qu'aujourd'hui, un des vecteurs de reproduction sociale, c'est le fait que tous les enfants ne vivent pas les mêmes expériences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on est dans un milieu socio-culturel favorisé, on a des parents qui vont davantage nous emmener dans des musées, ou vivre certaines expériences, ou voyager. Et notre intention depuis le début, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour armer les enseignants, les écoles, les collectivités, pour faire vivre des expériences à tous les enfants, les mettre sur un pied d'égalité. Et en plus, on se rend compte qu'à l'aide des technologies immersives, on peut aussi aller au-delà. C'est-à-dire que voyager le système solaire, même si on est enfant de CSP+, c'est pas toujours très accessible. C'est vrai. Et donc là, ces technologies-là permettent de le faire, et en s'appuyant en plus sur des techniques pédagogiques performantes, c'est un peu en fait ce qu'on a essayé de recréer, c'est la sortie scolaire idéale, celle qu'on aurait rêvé de vivre nous en tant qu'enfants. On s'est dit on va essayer de la faire pour qu'un maximum d'enfants puissent les vivre. Regardez aussi vos clichés, parce qu'on parle de femmes à forte poitrine, qui font du sport, qui s'assument. Il y a un message très puissant aussi, je vois, dans tous ces clichés, dans ces photos. Tout à fait. Ça dégage un truc exceptionnel. Ouais. Je comprends pas que... On imagine encore une femme sportive comme une taille mannequin. Oui, peut-être qu'on peut l'être. On l'a vu aux Jeux Olympiques. On peut être très musclé, très fit. Mais en fait, on peut aussi avoir des formes et être sportive. On le voit dans les tenniswomen. On le voit dans les Paralympiques où ils sont quand même un petit peu moins formés. Et en fait, c'est juste naturel. La poitrine, c'est pas du gras, c'est notre morphologie. Et on nous met un peu une pression en mode « Ah, mais du coup, toi, tu peux pas faire de sport. » Moi, ça m'énerve et je comprends pas qu'on n'ait pas pris ce problème là avant. Je sais pourquoi on l'a pas fait, c'est parce que ça coûte hyper cher de développer des tailles, en fait, oui. C'est pour ça que les grandes marques l'ont pas fait, et pourtant, je crois que tu nous l'as dit initialement, en début d'émission. C'est beaucoup de femmes. C'est peut-être pas une niche. Mais le 3/4 des femmes, c'est énorme. C'est énorme, mais en fait, la plupart des femmes achètent une taille trop petite, achètent quelque chose qui les
compressent pour que ça maintienne. Alors que moi, j'ai créé quelque chose qui sont à leur taille et qui a été développé techniquement pour que ça maintienne, même si ça écrase pas. Et c'est quoi cette technique précisément que les autres n'utilisent pas? Ouais, en fait, c'est une brassière classique, c'est un bandeau et des bretelles en très gros, ce qu'on va trouver dans toutes les marques. Moi, j'ai fait un bonnet qui a beaucoup de couture pour vraiment venir englober la poitrine. Déjà, à plat, on peut pas mettre la brassière à plat. Ça prend en compte le volume de la poitrine. Et donc, on a fait beaucoup de couture qui va venir englober. Donc, c'est-à-dire que sur le côté, le sein va vraiment être pris dans la brassière. Et j'ai quand même fait quelque chose d'esthétique. C'est ça qui a été compliqué, c'est que je voulais pas un truc qui monte jusqu'au cou, qui en fait, la plupart des marques font ça quand elles font des tailles grandes, forte poitrine, je sais pas comment elles les appellent. Et donc moi j'ai fait quand même un col en V pour que ça soit joli, qu'il y ait un maintien. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent on dit les magiciens détournent l'attention. Et c'est faux. Voilà, ce que je mets dans le livre, c'est que c'est faux. Les magiciens guident et dirigent l'attention des gens. Parce que si je détourne l'attention, ça veut dire que je suis capable de vous dire « là-bas, un éléphant !» et vous allez me croire à chaque fois systématiquement. Ça, c'est détourner. Diriger l'attention, c'est mieux. Diriger l'attention, c'est vous emmener à voir ce que j'ai envie que vous voyez, vous. Et d'ailleurs, c'est ce que je parle dans le livre, c'est comme ça que j'ai vu la baisse de l'attention arriver, parce que pour diriger l'attention, il faut qu'il y en ait. Alors, pour la pièce, par exemple, c'est pas très dur. C'est que si la pièce n'est pas dans la main droite, eh bien, elle se trouve dans la main gauche. Bien sûr. Si je fais ça, voilà, elle est toujours dans une autre main. Donc, si je fais ça, évidemment, vous croyez qu'elle est là, mais elle est ici. Pourtant, vous le savez. Je viens de vous dire que si elle n'est pas dans la main droite, c'est dans la main gauche. Donc, si elle n'est pas dans la main gauche, c'est qu'elle est dans la main droite. Mais j'arrive. Donc, si je la pose doucement, évidemment, elle arrive parfois un petit peu en décalé. Et on peut aller loin. Maintenant, vous le savez, c'est votre pièce que je manipule en permanence. Si elle n'est pas ici, c'est qu'elle est ailleurs. Mais en dirigeant votre attention, vous allez être attiré, par exemple, un truc qui est très bête. Vous allez être attiré par ce qui monte. Le mouvement vous a attiré. Ça fait 12 fois que je vous le fais. Je garde dans la main. Je me suis encore fait avoir. Ça a bougé, donc l'attention est dirigée. Oui, bien sûr. Oh, pardon. Allez rester dans l'autre main. Le sagouin. C'est terrible. Alors c'est vrai que vous proposez des expériences immersives et interactives, mais l'école en France reste encore très attachée aux méthodes plutôt traditionnelles. Comment donc vous arrivez à convaincre ces établissements scolaires justement de passer au numérique et notamment via des dispositifs comme le vôtre ? Ouais, en vérité, on sent qu'il y a quand même un attrait assez fort. Nous, ce qu'on vend, c'est finalement pas une technologie, c'est plutôt une expérience. La technologie est un moyen de réaliser cette expérience, mais on n'a jamais mis en avant le fait qu'on avait telle ou telle technologie super high-tech. L'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de faire vivre une sortie scolaire. Et donc, de ce point de vue-là, pour les enseignants, si on leur montre que dans la conception, on a mis tous les meilleurs efforts et on a impliqué les bonnes personnes pour créer quelque chose qui a une vraie plus-value pédagogique, et qu'ensuite, on les prévient sur le déroulé de sorte à ce qu'ils ne se retrouvent pas dos au mur à devoir assumer quelque chose qu'ils ont pas, sur lequel on ne les a pas préparés. C'est-à-dire que vous les formez aussi en amont ? En fait, on met à disposition un kit pédagogique en amont, qui est un petit livret qui explique ce qui va se passer pendant la séance immersive, sachant qu'en fait, l'enseignant ensuite a la possibilité de s'impliquer et nous, on avait à cœur que l'enseignant reste au centre du dispositif, mais c'est pas plus compliqué que de montrer une vidéo de C'est pas sorcier, par exemple. C'est-à-dire que l'enseignant a la possibilité de mettre pause pour étayer quelque chose parce que personne connaît mieux les élèves que leur enseignant. Et donc, s'il est nécessaire, à un moment, s'il voit qu'un ou deux élèves ont tendance à décrocher ou à pas saisir un point, pause et on renforce. Il y a aussi dans chacune de nos expériences, il y aura une étape de recueil de conception initiale. Donc on aime bien mettre les enfants dans une démarche scientifique ou en tout cas une démarche d'exploration, de formuler des hypothèses. Donc là, c'est l'enseignant évidemment qui est le mieux placé pour recueillir ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas sortir l'enseignant de sa posture d'enseignant. On sait aujourd'hui que c'est ce qui rend les enseignants les plus heureux, c'est de transmettre les apprentissages. Donc ça, nous, on a envie de s'engouffrer là-dedans et de leur donner juste les moyens de le faire dans les conditions rêvées. Quand tu as cherché pour toi, tu as cherché un peu partout, en fait, ça n'existe pas, quoi. Tout à fait. J'ai cherché sur Internet, dans les magasins, les grands revendeurs, partout. C'est une blague, il n'y a rien, en fait. En fait, j'essayais, ils me disaient, mais là, il y a une brassière intégrée. Je l'ai regardé, je disais, non, un élastique n'est pas une brassière, il faut un vrai maintien. Ça ne maintient pas, là. Voilà, je ne peux pas courir. Et donc, j'ai fait un micro-trottoir où j'ai interrogé
une 60aine de femmes en 1 heure. Et le constat était vraiment unanime, où toutes me disaient « Ah oui, mais moi non plus, je trouve pas. J'achète trop petit, comme ça m'écrase et ça me maintient. Mais en fait, ça me cisaille les épaules. Ça me fait mal, quoi. Ouais. Oui, vraiment, il y en avait qui finissaient en sang. Je fais un triathlon, c'est dur. Si en plus, ça s'accommode, en fait, de cette Exactement. Exactement. Et donc après, j'ai cherché des chiffres et c'est là où j'ai vu que 3/4 des femmes faisaient un bonnet C ou plus. Ouais. Et moi, du coup, j'ai décidé de commencer au bonnet D, là où la problématique était vraiment forte pour trouver une brassière. Donc j'ai fait 1 an et demi de recherche et développement, de prototypes. J'ai fait tester sur une 60aine de femmes parce que je voulais pas que ce soit uniquement moi qui essaye. Je voulais que toutes les tailles que j'allais proposer soient essayées, testées en conditions, etc. Et au bout d'1 an et demi, on a fini par trouver un modèle. Félicitations. Ouais, c'était chouette. C'était compliqué. Franchement, il y a beaucoup de moments où je me suis dit, on n'y arrivera pas. On a dû créer des bonnets commandés aux États-Unis pour les développer parce qu'en fait, les tailles ne sont jamais faites en France. Donc je ne sais même pas comment ces femmes font pour s'habiller, faire du sport pour vivre, très clairement. Et donc on va du 85D au 110G. On taille en taille lingerie plutôt qu'en SML parce que ça correspond pas du tout. SML, on peut être fine et avoir de la poitrine ou forte et pas avoir de poitrine. Et donc j'ai décidé d'adapter les tailles au maximum de femmes, que le vêtement s'adapte à la femme et pas la femme au vêtement. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, Guillaume. On vous retrouve bientôt sur le Grand JT. Lundi. Voilà, lundi, il sera là. À la réalisation, Xavier Sanchez, au son, Saïd Mamou, au maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferret. À la rédaction, très belle soirée à tous. Ciao, à demain.